On vous avait promis le retour des logiciels libres. On reprend cette série de hors-série consacrée donc à différentes applications. Et cette fois-ci, pour parler logiciel libre, on a avec nous de ce côté-ci Xavier. Salut Xavier. Salut. T'avais vu la première série de 5 épisodes consacrés au logiciel libre. Tu t'es dit, moi aussi j'ai des choses à dire, donc je participe. Oui, d'autant que j'étais un fidèle abonné de la série qui était disponible sur le site informaticien.be. D'où vient d'ailleurs l'idée de cette série de hors-série consacrée au logiciel libre, puisque c'était Sébastien déjà qui, à l'origine, avait créé cette série sur informaticien.be qui avait eu son petit lot de succès, on peut bien le dire. Oui, il y avait une autre série qui avait aussi énormément de succès, parce que le logiciel libre c'était le lundi, le vendredi c'était la fille dénudée, mais je sais pas si on va faire l'équivalent. Je ne pense pas, j'ai un gros doute là-dessus, tu vois, enfin, c'est possible, hein. Mais peut-être pas dans le cadre des technos, alors on va trouver autre chose. Voilà. Allez, on commence, vous le savez, hein, c'est hors série, soit un petit peu plus court que nos épisodes hebdomadaires, mais par contre, au niveau contenu, il y a plein de choses à dire, et c'est pour ça qu'on ne va pas trop traîner. On commence tout de suite avec une application mobile, parce que le logiciel libre, ça se décline aussi en mobile, évidemment. Je ne sais pas qui va parler, c'est Sébastien, je pense, pour cette application. C'est un client mail libre, en fait. C'est ça, c'est un client mail, K9 Mail. Alors, il y en a plein sur Android, mais celui-là a la particularité d'avoir énormément de fonctionnalités, de pouvoir aller chercher plein de comptes avant même que le client email officiel d'Android accepte d'aller faire plein de choses que tu ne pouvais pas. Il y a accès à des milliers de configs possibles. On voit pour ceux qui ont l'image quelques screenshots à l'écran. Alors le look and feel est un petit peu moins sexy qu'une l'application native de chez Google. Par contre, le fait de pouvoir aller modifier toutes ces configs avec plein d'options que tu ne sais pas faire sur un client normal, te donne beaucoup plus de liberté sur ce que tu peux aller faire. C'est des clients que Marc, qui n'est pas là aujourd'hui, et moi, on utilise depuis quasi toujours, et qui existent sur deux versions. Alors, tu as la version K9 Mail, qui est totalement libre, totalement gratuite, et tu as le K8 Mail, qui va encore un petit peu plus loin, qui a rajouté d'autres fonctionnalités, mais qui lui n'est pas libre, il est dérivé de K9 Mail. C'est l'avantage du libre, tout le monde en fait ce qu'il veut, il leur fait un petit peu à sa sauce, suivant les licences, et qui avait rajouté d'autres fonctionnalités, comme par exemple de pouvoir créer une tâche à partir d'un mail. On te dit ok, ça c'est chouette ce qu'il m'a envoyé le collègue, mais le mail c'est pas utilisable en tant que tel, donc je vais en créer une tâche pour pouvoir le gérer. D'accord. Et voilà, et c'est tout des petits trucs comme ça qui vont te rajouter dans le client, qui rend l'application beaucoup plus simple. Est-ce que c'est sécure, ce genre d'application libre? Quand on parle de mail, bien souvent, on reçoit des messages des fois confidentiels, etc. Au niveau confidentialité, est-ce qu'il y a une espèce de garantie ou comment ça se passe? Pas plus qu'avec le client officiel d'Android. Le seul avantage que tu as ici, c'est que si tu as vraiment envie, que tu t'ennuies tes longues soirées d'hiver, tu peux aller regarder le code source. Sinon, en dehors de ça, c'est des trucs qui sont stockés sur ton téléphone après. Donc, si je me trompe pas, il y a moyen d'intégrer un peu plus facilement aussi de l'encryption style PGP, des choses comme ça dans... Donc, ça veut dire d'encapsuler d'autres applications ou des librairies tu peux faire une messagerie vraiment encryptée de bout à bout avec des clés encryptées, et je pense que dans des logiciels open source comme ça, c'est plus facile que dans d'autres systèmes. Moi, j'ai déjà essayé de le faire sur Gmail, c'est possible, mais tu dois passer par des add-ons qui sont pas tout à fait toujours bien supportés. L'histoire à creuser, peut-être que d'autres l'ont peut-être déjà fait, et que finalement, on parle un peu dans le vide, et qu'en creusant un petit peu, on trouverait l'application qui serait une déclinaison de celle-ci, avec de l'encryption derrière, par exemple. Non, mais celle-ci fait du PGP. Hein. Ah, en plus, d'accord. Elle fait du PGP, elle fait du limap, elle fait du push, elle fait du multifolder, elle fait du multicompte, elle fait du flag, elle fait des signatures, elle fait tout globalement, quoi. Moi, je connaissais pas K9 Mail, mais le look and feel ça a l'air fort inspiré ou inversement de Gmail, ou je me trompe? Il y a les labels et des choses comme ça qui sont fausses. C'est des trucs qu'ils ont rajoutés après coup, effectivement. Okay. À la base, c'était assez austère. Ils ont rajouté les labels et le fait de mettre les photos de tes contacts aussi par la suite, parce qu'il y a plein de gens qui voulaient l'utiliser et qui disaient c'est très cool, un truc libre et un truc avec plein de fonctionnalités. En tout cas, on n'a pas l'air d'être perdu. Ouais.
Si on vient de Gmail. Ouais. Donc une belle alternative, le mot alternative, c'est le mot qu'on prononce le plus quand on parle de logiciels libres. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et pourtant, c'est pas toujours des alternatives, c'est parfois des leaders. Hein. C'est exactement. Donc voilà, par exemple, dans ce cas-ci, le contre-exemple, c'est que c'est pas une alternative, c'est une alternative. La plus belle des alternatives peut-être. On en avait parlé, c'est le célèbre GIMP, Xavier. Ouais. Donc GIMP, c'est un outil que j'ai utilisé tout un temps, qui est un outil qui va remplacer de manière assez complète un outil comme Photoshop, ce qui est vraiment c'est la version libre de Photoshop. Il y a plusieurs comparatifs qui ont été faits par des fans et il y a beaucoup de similitudes. Donc on va pouvoir gérer ses calques, on va pouvoir retoucher les photos vraiment dans les moindres détails. Je crois que les seules différences qui font que certains professionnels pourraient vraiment privilégier ça, c'est évidemment la compatibilité avec les autres suites d'Adobe, mais aussi l'export pour des fichiers dans des formats vraiment pour l'impression. Donc c'est vraiment, si vous voulez faire une impression avec des outils professionnels, là il faut parfois une compatibilité qui est mieux soutenue par Photoshop, mais il y a beaucoup de comparatifs qui sont faits et pour l'avoir utilisé tout un temps, mais ça demande un petit peu de temps pour pouvoir s'adapter à l'interface, mais une fois qu'on s'y est fait, j'ai eu du mal à revenir en arrière à Photoshop parce que j'ai décidé de repasser sur Photoshop pour simplement parce que je travaille avec d'autres outils comme InDesign, etc. Mais donc voilà, c'est vraiment un outil qui peut pour un coût qui est ridicule puisque c'est gratuit, comparé à Photoshop, qui peut vraiment le remplacer presque complètement, mais pas complètement. Et c'est vrai ce que tu dis, et ça c'est peut-être malin de la part d'Adobe d'avoir fait une suite quelque part, le Creative Cloud, qui fait qu'on paye un prix pour toutes les applications. Forcément, quand on a besoin d'une seule application Adobe, bien souvent on va se servir des autres aussi, puisqu'on va pas commencer à accumuler ou à se mettre des problèmes sur le dos. Mais c'est clair que quand on n'a pas la thune, qu'on est étudiant par exemple, et qu'on a besoin d'un outil créatif, GIMP c'est là encore une alternative intéressante. Je sais pas si Seb avait un truc à rajouter à ce sujet. Il y a une alternative de GIMP à GIMP. Pour ceux qui aiment bien les interfaces Photoshop, c'était GIMP Shop. Alors, je ne sais pas si le truc était encore développé. À l'époque, ça donnait un look un petit peu plus utilisable pour ceux qui venaient des logiciels d'Adobe. Mais voilà. Parce que l'interface de GIMP est parfois un petit peu difficile à appréhender. C'est un peu rugueux par moment. Mais on s'y fait, honnêtement. Si on fait l'effort de travailler un peu avec, on peut vraiment s'y faire au point d'oublier Photoshop. Tout est une question d'habitude. C'est toujours. On l'avait déjà dit à propos d'OpenOffice par rapport à Office et des choses comme ça. C'est souvent très très proche, mais c'est vrai qu'on a nos petites habitudes, les petits raccourcis clavier qui vont bien, etc. Allez, on accélère un tout petit peu. On passe à la suite avec CK Editor. Qu'est-ce Donc CK Editor, c'est un éditeur web open source toujours, donc il est complètement libre celui-là, et qui a été utilisé déjà par des millions d'utilisateurs. On le retrouve souvent sur des CMS du style Joomla, WordPress, etc. En gros, il apporte des fonctionnalités style Word à des outils en ligne, donc des sites web ou autres où vous voulez intégrer une fonctionnalité d'édition. C'est un outil qui est très complet, il y a une multitude d'add-ons qu'on va pouvoir y rajouter et qui permet vraiment de mettre en page facilement, sans connaissance technique. Donc c'est un éditeur WYSIWYG, comme on dit, what you see is what you get, qui simplifie la vie des personnes qui veulent éditer du texte en ligne. Donc c'est des choses à intégrer dans un back-office web. Oui, alors comme c'est libre, on peut l'intégrer dans son propre site si on développe son site, mais il est possible aussi de l'utiliser par défaut sur des CMS plus connus comme WordPress, Joomla ou Drupal ou ce genre de choses. Je peux prendre la main, remplacer celui existant et sans que ça pose de réels problèmes de compatibilité, etc. Puisque derrière, ce qui est généré, c'est du langage HTML. C'est exact. Voilà. Donc c'est un bon truc si vous développez vous-même vos petites applications web. Oui, Seb. Alors, oui, tu dis ça sort de l'HTML, eh bien pas que. Non. CK Editor, il y a encore des millions de choses, on pourrait en parler pendant tout un numéro, je vais pas le faire. Mais d'abord, je voulais juste souligner, c'est une société européenne, c'est les Polonais qui font ça. Salut les Polonais. Mais CK Editor te permet de sortir effectivement de l'HTML, mais comme c'est aussi beaucoup utilisé dans des outils pour, des moteurs de forum,
Les moteurs de forum sont historiquement basés sur du BB-code et il y a des plugins officiels de chez CK Source, parce que CK Source, c'est la société qui édite CK Editor, pour pouvoir sortir aussi du BB-code. Et donc, tu es en train de l'éditer comme si c'était un document Word, comme disait Xavier, sauf qu'à la fin, ça te sort un code HTML ou un code BB-code, ce qui, pour les non-initiés au forum, est parfois un petit peu difficile à appréhender. Et alors, je voudrais rajouter un autre truc sur CK Editor, c'est que CK Editor, c'est un des exemples du logiciel libre qui réussit à faire de l'argent. Ah oui. Il y en a beaucoup, hein. Mais il y en a surtout beaucoup qui font pas d'argent. CK Editor en est un qui fait de l'argent. Pourquoi ? Parce que en plus de proposer CK Editor, il propose CK Finder. CK Finder qui est un plugin pour CK Editor pour pouvoir aller uploader des fichiers. D'accord. Quand tu fais par exemple un texte, tu as besoin parfois de mettre des images, il faut illustrer tes propos, et pour mettre ces images sur un serveur, voilà, tu vas ouvrir ta connexion FTP, tu vas uploader le fichier, tu vas faire le lien pour Madame Pichemou, c'est pas facile. Non, c'est clair. Et donc, eux, ils éditent ce plugin que tu rajoutes à CK Editor et qui te permet assez facilement aussi d'aller rajouter tes images et que ça arrive sur le serveur comme si de rien n'était. Avec des possibilités également de redimensionnement d'images et des choses du genre. Oui, avec des folders, avec machin, avec tout ce que tu veux. Et alors, le fait est que ce plugin-là, lui, est commercial. D'accord. Et donc, ils en vivent, je pense, relativement bien. CK Editor est quand même un truc qui est assez utilisé. Le truc est 16 millions de téléchargements. M'étonne pas. C'est énorme. Pour peu que vous ayez vous-même développé un jour un CMS, même spartiate, pour donner un coup de main, etc., c'est quand même une facilité d'intégration, de mise en œuvre, etc. Ça va super vite et on est certain que ça va fonctionner correctement. Il y a une multitude d'add-ons en plus qui sont sympas, donc il y a vraiment moyen de trouver quelque chose sur mesure avec cet outil. Moi, j'ai connu les premières versions d'il y a une quinzaine d'années. C'était un peu compliqué à mettre en œuvre, mais une fois que c'était placé, ça fonctionnait très bien et ça impressionnait tout le monde. C'est fait pour que quelqu'un qui n'a aucune compétence technique sache l'utiliser. En tout cas, une fois qu'il est mis en place. CK Editor, bien entendu, tous les liens dont on vous parle, toutes les applications dont on vous parle ici, vous retrouvez les liens sur lestechno.be, évidemment. Et si vous-même, vous avez des propositions à nous faire, des alternatives à ces alternatives, n'hésitez pas également à nous les communiquer. On s'en fera l'écho dans très longtemps parce qu'on enregistre des séances comme ça, on a des séances d'enregistrement de plusieurs hors-séries, donc là on est parti pour un petit temps avec ces hors-séries-ci et ces logiciels libres. Allez, on continue avec Psiphon, c'est comme ça qu'on dit ? Psiphon ? Ouais. Les petites marionnettes. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Alors, Psiphon, c'est un truc, pendant que je cherchais quelques logiciels pour la rubrique, sur lequel je suis tombé que je ne connaissais pas et qui est assez génial sur le principe. Alors, c'est une équipe d'universitaires, alors des Canadiens, des Américains et des Anglais, et ça existe depuis 2004, donc voilà, chez Monmi, ça fait plus de 10 ans que je l'ai pas trouvé. Et là, on en parle souvent dans nos épisodes hebdomadaires, c'est de se connecter à des VPN pour pouvoir aller utiliser Netflix parce que voilà, tu as des limitations dans tel ou tel pays ou le droit à la censure, machin, tout le bazar. Même Psiphon, c'est un peu ça. Sauf que c'est pas pour utiliser Netflix, on s'en fout de Netflix ici, c'est surtout pour donner accès à des gens qui sont dans des pays qui pratiquent la censure. C'est-à-dire que si tu ne sais pas aller sur le site de Twitter, de Facebook, parce que par exemple tu es en Turquie et qu'en Turquie ils censurent Facebook pour le moment parce que voilà, ils en ont envie, ils l'ont fait avec YouTube et d'autres plateformes assez récemment, eh bien tu vas utiliser Psiphon pour pouvoir y avoir accès. Tu vas te dire quel est l'intérêt par rapport à un VPN classique, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que Psiphon, lui, cette équipe, ils ont juste édité le logiciel et ils n'ont pas de serveur à proprement dire. Ils ne fournissent pas d'accès, mais ils se basent sur d'autres utilisateurs. Donc toi, tu es dans un pays qui ne censure pas Internet, tu vas installer Psiphon et grâce à toi, des gens qui sont dans des pays, en Chine, d'autres trucs, vont pouvoir avoir accès à des sites auxquels ils n'ont pas accès. Donc on partage l'Internet libre grâce à Psiphon. Une espèce d'ubérisation du VPN, quelque part, non ? C'est un peu ça, oui. Donc, et donc ça permet, c'est du logiciel libre qui permet de la liberté d'accès aux informations par tout le monde. C'est vraiment voilà, dans l'esprit total de
du libre. Ouais. C'est évidemment disponible sur plein de plateformes, c'est sous Windows, sous Linux et pas encore sur Mac, mais ça le sera probablement un jour bientôt. Voilà, il y a déjà moyen en tout cas d'utiliser ce truc non seulement en SSH, mais avec un VPN et en SSH+. Enfin, ils ont plein d'autres trucs. C'est une interface un peu rugueuse, mais voilà. Ouais. Évidemment, on l'avait dit aussi, ce genre d'outils, bon, ça prend des chemins des fois pour accéder à l'information, ça peut prendre du temps. C'est pas non plus, vous n'avez pas toute la bande passante peut-être nécessaire pour lire de la vidéo en haute définition, par exemple. Mais ici, on parle de gens qui sont vraiment dans des situations où finalement, ils sont bien heureux d'avoir du texte ou de pouvoir publier du texte vers l'extérieur, en dehors de leurs frontières nationales, pour des raisons de sécurité, etc., etc. Oui, c'est pour contourner la censure. Contourner la censure, effectivement. Et si ça peut aider, tant mieux. Allez, on termine ce hors-série logiciel libre avec du jeu, quelque part, puisqu'il s'agit d'un émulateur, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. C'est un émulateur. Et son nom s'appelle Xenia. Alors, je vais quand même faire un disclaimer. Tout à fait. Je m'attendais à celle-là. Je fais un mini disclaimer, c'est que tous les émulateurs, je les ai pas testés parce que, voilà, je dors encore parfois. Mais je voulais quand même en mettre quelques-uns. Donc, un dans cet épisode-ci, mais il y en aura d'autres dans les prochains épisodes de cette hors-série. Les émulateurs sur le banc, parce que il y a énormément d'émulateurs qui existent sur la toile et la plupart de ces émulateurs sont libres. D'accord. Et celui-ci, Xenia, c'est un émulateur pour Xbox 360. Donc c'est pas une console d'il y a 20 ans non plus, pour pouvoir faire tourner un certain nombre de jeux de la console sur PC. Alors le principe de l'émulateur, c'est donc de pouvoir faire fonctionner une plateforme qui n'est pas la plateforme de votre machine. Donc voilà, classiquement on va faire tourner ça sur une machine sous Windows, hein, c'est historiquement, et vous allez pouvoir faire tourner là-dessus des vieilles consoles, hein, il y a des émulateurs pour faire jouer des vieux Game Boy, des vieilles NES, des vieilles Super NES, des vieilles machins, etc. C'est souvent pour utiliser des vieilles consoles, mais on a déjà de quoi faire tourner des consoles assez récentes, comme ici la Xbox 360. Alors, faut pas vous faire d'illusions non plus, ça va pas faire fonctionner tous les jeux, mais il y a une série de jeux qui sont déjà compatibles, et voilà, il faut quand même une bonne machine pour le faire tourner, probablement. Mais ça mérite d'être relevé, d'être essayé pour ceux qui ont envie de jouer, qui n'ont pas de Xbox 360. Ça veut dire aussi qu'il faut posséder les jeux pour les faire tourner, ou ils sont livrés? Ah non, il n'y a jamais rien qui est livré, ça c'est toujours le problème. C'est à toi d'avoir les jeux, ou malheureusement, et ça c'est pour les éditeurs, de te tourner vers des canaux moins officiels. Mais non, tu dois avoir les jeux. Oui, donc quelque part c'est pour ceux qui n'ont pas de Xbox 360, mais qui ont des jeux. Mais qui ont le jeu et qui veulent y jouer sur leur PC. Et qui veulent y jouer sur leur PC, c'est un peu ça. Oui, bien sûr, c'est ça, mais tu imagines ceux qui ont encore envie de jouer avec une Game Boy, c'est pas évident aujourd'hui, quoi. Et alors, j'en ai ressorti une, mes enfants jouent avec, mais j'ai 2 jeux, et c'est difficile d'aller aux grandes surfaces aujourd'hui et d'acheter encore un jeu pour la Game Boy. Oui, ça devient compliqué, effectivement. Les émulateurs sont souvent utilisés pour des jeux qui sont tombés dans le domaine public. Hein, aussi, donc voilà, on a fait un peu le tour pour cette semaine, en tout cas, de ce qu'on a sélectionné comme logiciel libre, un peu tout azimut, hein. Il n'y a pas de thématique. La seule thématique qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit du logiciel libre, ça vous l'avez compris. Si vous avez des propositions à nous faire, n'hésitez pas, rajoutez-les en commentaire, on en parlera, mais dans longtemps, puisqu'on est parti, je vous l'ai dit, pour une série de hors-série logiciel libre. N'hésitez pas à nous le faire savoir, et je donne le mot de la fin à Sébastien. Oui, non, je voulais faire justement une remarque par rapport aux commentaires qu'on reçoit. On en a reçu pas mal sur les premiers épisodes, mais comme tu viens très bien de le dire, c'est une série sur des logiciels libres, donc on nous a cité une série de logiciels qui étaient intéressants, sauf que pour certains, ils étaient gratuits mais pas libres. Donc à partir du moment où on n'a pas le code source, on considère que c'est pas du logiciel libre. C'est pas libre, et donc ça ne fait pas partie de cette rubrique. On n'est pas sectaire, on n'est pas barbu non plus. Non, mais sinon ce serait la série des logiciels gratuits, mais c'est des logiciels libres. On peut y penser, mais bon, ça va commencer à tirer un peu en longueur. Bon, allez, on se retrouve très très bientôt donc pour la suite de ces hors-séries consacrées au logiciel libre. À très bientôt, au revoir.